On peut commencer en prenant refuge et en réfléchissant à la motivation. Vous le trouverez à la page 89. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. D'accord. Alors, comment ça va avec l'enseignement? Ça va? Ça se passe bien? Ou comme ça? Comme ci, comme ça? Hein? Faut travailler. Ouais. Pas trop perdu? Non. Oui, les explications semblent compliquées, mais je répète parce qu'il faut parler dans le micro. Mais c'est moins compliqué que ça en a l'air. Exact, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Donc, voyons. D'abord, avant de commencer sur l'enseignement du jour, il y avait deux choses dont je voulais vous parler. Une chose, c'était une des questions pendant une des questions de l'évaluation numéro 2. Hein. Une des questions, c'était qu'est-ce que le samsara, hein. Et donc, il y en a beaucoup qui ont répondu, c'est le cycle des existences. Bien sûr, j'aurais dû mettre qu'est-ce que le cycle des existences. En fait, samsara, c'est le cycle des existences. L'idée, c'était de préciser un peu qu'est-ce que c'est ce cycle des existences. Hein. Donc, juste pour aller un peu vite, la raison pour laquelle vous avez eu les réponses, hein, mais la raison pour laquelle j'interviens aussi, parce que c'est enregistré, je pense, il y a des gens qui regardent peut-être sur Internet qui ont aussi posé des questions là-dessus. Il y a certains d'entre vous qui ont dit le cycle des existences, c'est un état d'esprit. Hein. Il y en a plusieurs qui ont dit ça, c'est un état d'esprit. Il y a aussi une étudiante qui m'a dit mais pourquoi on ne peut pas dire que c'est pas un état d'esprit, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non. C'est les royaumes de renaissance. Donc pour être un peu bref, hein, pour dire, il y a peut-être cette idée qui vient. Hein, il y a peut-être que ça vient de quelque part. Les gens se disent de ça, c'est qu'ils l'ont entendu quelque part. Hein. Et il y a peut-être quelquefois des lamas qui ont peut-être dit ça, on ne sait pas. Mais en fait, je pense que ça vient du fait que souvent, quand on reçoit les enseignements, les lamas ils insistent en disant, on peut avoir l'idée que si on va dans une montagne, dans un ermitage, hein, c'est comme si on était libéré. Ou si on va dans un monastère, c'est comme si on était libéré. Hein. Et donc il y a un usage du mot un petit peu, on pourrait dire un peu lâche, hein, qui dit, il suffit pas d'aller dans un ermitage ou d'aller dans un monastère, ça dépend de l'état d'esprit. Hein. Geshe-la me disait aussi que par exemple chez les Tibétains, c'est assez courant, ils disent couramment, les moines, ils sont libérés. Hein, ils sont libérés. Alors que nous, on va de samsara en samsara. C'est une façon populaire de parler. Hein. Oui, ils disent ça. Comme s'ils avaient atteint le nirvana et que nous, on était dans le samsara. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être pour faire face à ce genre d'idée, hein, que l'expression a pu être utilisée. Il ne suffit pas d'être quelque part. Hein. Ça dépend de l'état d'esprit qu'on a. Hein.
Bon, le cycle des existences, ou samsara, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de tourner, de prendre renaissance sur renaissance, avec des agrégats impurs, c'est-à-dire un corps et un esprit, qui sont appropriés, ou que l'on s'approprie, qui sont pris par le pouvoir du karma et des perturbateurs, des facteurs perturbateurs. Donc on dit quelquefois c'est le continuum des agrégats. Après, les 6 royaumes dans lesquels on tourne, c'est l'endroit du samsara. Et ce qui tourne, c'est quoi? C'est les samsaras, c'est les agrégats, pardon. Le jeu prend les agrégats, et c'est ces agrégats, en fait, qui sont cette ronde, en fait, pris continuellement, de façon répétée. Donc c'est ça. Bien que ce samsara, il vienne du karma et des facteurs perturbateurs qui sont des facteurs mentaux, qui sont des éléments mentaux, c'est la cause. Les facteurs perturbateurs et le karma, c'est la cause de l'existence cyclique. On ne peut pas dire que c'est l'existence cyclique, parce que certaines personnes ont l'air de dire que c'est un état d'esprit parce que ça dépend. Si la personne est toujours sous le contrôle du karma et des facteurs perturbateurs, la personne est toujours dans le samsara. Mais ça ne veut pas dire que ces facteurs-là sont le samsara. Ce sont la cause du samsara. Aussi, il est possible donc d'être... Cet environnement, il vient c'est l'environnement du samsara, et il vient de nos facteurs perturbateurs et de nos karmas. Mais ça ne veut pas dire que certaines personnes pourraient vivre dans un tel environnement, mais être libérées, pas être sous le contrôle du karma et des facteurs perturbateurs. C'est possible que quelqu'un, par exemple des bodhisattvas à un stade élevé, à un certain niveau, ils peuvent atteindre un niveau de libération, d'être libérés des facteurs perturbateurs, mais cependant revenir, par exemple, dans un tel environnement par le pouvoir des prières et de la compassion. Donc ça, c'était une chose que je voulais dire. Une autre chose, je ne sais pas si je m'y mets ou si je l'envoie par Internet. C'était concernant le dernier devoir. Il y a une cohérence dans l'ordre des 6 perfections. Je ne sais plus qu'est-ce que la suite de la question. Comment elles s'articulent, comment elles se suivent. Donc j'ai pas vu toutes les réponses, mais en donnant la réponse, comme ça j'ai pas besoin de corriger sur chaque copie. Et donc je vais vous le dire en bref, parce que au lieu, on pourrait circuler le micro. Tu veux parler? Non? Eh bien, vas-y, prends le micro. Vas-y. Ah oui, d'accord. Quelle est la question? Ah oui, d'accord. Donc, comment elle s'articule? C'était ça. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Ok. Donc, juste, je vous dis, dans ce que j'avais en tête, qui vient pas de moi, je pense que c'est dans le Lamrim Chamo, vous le trouverez, le grand Lamrim. Ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse non plus, Ça ne veut pas dire que la réponse que vous avez mise n'est pas juste forcément. Mais l'idée, c'est un peu la générosité facilite l'éthique. Dans quel sens? Parce quand on pratique la générosité, on apprend le détachement. La générosité réduit l'avarice, l'avidité, l'attachement. Donc, à partir du détachement, on sait se contenter de ce qu'on a. Et c'est la base d'une éthique pure, parce que on va s'abstenir des actions négatives qui viennent de l'attachement. La plupart des actions négatives, pourquoi on nuit à autrui, ça vient de l'attachement et de l'aversion. L'aversion, c'est juste un attachement contrecarré, on pourrait dire, parce qu'on ne peut pas accéder aux objets d'attachement, à nos objets de désir, on se met en colère. Donc, si on réduit l'attachement grâce à la pratique de la générosité, ça va favoriser la pratique de l'éthique. La pratique de l'éthique
va favoriser la pratique de la patience. Puisque si on pratique l'éthique, on va abandonner le fait de nuire à autrui. Et on va pratiquer la non-violence. Donc on va diminuer le fait de nuire à autrui et on ne va pas répondre au mal qui nous est fait. Et donc ça va faciliter la patience. De pouvoir supporter les nuisances et la souffrance. Et grâce à la patience, ça va favoriser la patience. Grâce à la patience qui arrive à supporter les difficultés, on pourra pratiquer la persévérance. C'est-à-dire on ne va pas se décourager face aux difficultés. Et donc on aura plus de persévérance. C'est pour ça que la patience vient avant la persévérance. Et donc grâce à la patience, on ne rejettera pas la vertu, on pourra s'engager plus longtemps dans la vertu. Et grâce à la persévérance, c'est comme ça qu'on va développer la concentration. Pour la concentration, il faut s'habituer à l'objet, il faut arriver à s'asseoir, etc. Donc la persévérance est nécessaire à la concentration. Et grâce à la concentration, sur cette base, on va développer la sagesse. De cette façon, elle se... L'ordre est logique. Pourquoi tu rigoles? Tu as tout écrit à l'envers. Pour toi, ça parle de la sagesse et ça développe les autres. D'accord. Oui, en fait, on dit aussi, ça va par ordre de subtilité. Donc, la générosité, la plus grossière et la plus facile à pratiquer. Et c'est à partir de là qu'on va vers des choses plus difficiles. Et elles cèdent les unes les autres. Donc, celle qui précède est une base pour celle qui suit. Alors, pour cet enseignement de ce week-end, alors, est-ce que j'ai regardé un peu en bref ce qu'on avait couvert, et je trouve utile d'utiliser le plan. Je te rassure? Non, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, le pain. Qui c'est qui l'utilise? Non, mais je demande parce que c'est pas évident. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça peut-être difficile. Tu vois, il y a la moitié des personnes qui l'utilisent. Ben, ce qui est déjà super bien. Non, c'est super bien qu'il y ait la moitié des gens parce que je pense que c'est pas forcément évident. Et donc, ce qu'on a vu, le calme mental est de la nature de la concentration. Donc, en utilisant ça, on a toutes les grandes lignes de ce qu'on a vu. Et donc, en jouant avec les couleurs, ça peut être intéressant. Pour souligner les grandes lignes et les sous-divisions, etc. Je trouve que ça peut être... quelquefois, quand on suit l'enseignement, c'est comme si on est collé, on voit tous les on est collé dans les détails. Et c'est aussi intéressant d'arriver à avoir la perspective. C'est comme si on voit quelque chose d'avion, une vue d'avion ou du haut d'une montagne, et qu'après on se rapproche et on va voir les choses une par une. Ou c'est comme un zoom. Vous avez vu sur un appareil photo ou sur l'ordinateur, si on zoome, si on a une carte par exemple, on peut zoomer. Donc là c'est pareil. On va essayer de zoomer off pour voir un peu grand. Vas-y. Pour reprendre ce que tu viens de dire, en sculpture on dit de l'ensemble vers le détail. Exact. Voilà. Ouais. Et du détail, voilà. Vers l'ensemble, voilà. L'ensemble. Donc, comment s'entraîner au calme mental? D'abord, il y avait les conditions préalables à l'obtention du calme mental. Ensuite, la pratique proprement dite. J'en suis à la page 2. Et donc, il y avait après on a vu la posture physique et on a vu l'explication des étapes de la méditation. Les étapes de la méditation. Donc on parle
Comment produire une stabilisation méditative sans défaut? Donc c'est ça, stabilisation méditative, c'est le mot qu'on utilise pour concentration. Hein. On en a parlé déjà, il y a 2 mots, il y a en tibétain Tingezin et Samten. Donc Samten on réserve aux concentrations, c'est ça qui va désigner aussi. On parle du monde du désir, le monde de la forme, le monde du sans forme. Ça, la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, le dernier PEBA dans 2 semaines, on va aborder la fin de ce sujet de Shiné, du calme mental. Et il y a une explication sur comment atteindre la première concentration du monde de la forme. En fait, quand on atteint Shiné, le calme mental, on a dépassé le monde du désir et on arrive au monde de la forme. Et donc on va un peu parler comment, en fait, Shiné est le premier stade des 7 ou 8 préparations qui mènent à la première concentration du monde de la forme. Donc on parlera de ça, c'est la fin de l'enseignement, et je pense que Geshe-la en parlera la prochaine fois. Et donc ces concentrations du monde de la forme, on dit le monde de la forme, on distingue 4 niveaux de concentration. Et aussi 4 absorptions du monde du sans forme. Donc on donne ce mot de concentration pour les 4 niveaux du monde de la forme, qui en tibétain est Samten, Samten-shi, les 4 niveaux de concentration. Et donc on garde le niveau de stabilisation méditative pour l'autre mot Tingezin, qui est, on l'avait vu la dernière fois, le facteur mental de concentration. Donc on dit stabilisation méditative. C'est un peu difficile à prononcer. Concentration, c'est plus facile. Donc, dans ce document, stabilisation méditative, c'est ce facteur de concentration, en fait. Donc, comment produire une stabilisation méditative sans défaut, une concentration sans défaut? Alors, c'est bien, là, il y a trois grandes divisions. Et ça couvre à peu près tout ce qu'on fait, qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à faire. Donc, comment agir avant de focaliser l'esprit sur l'objet. Ça, c'est au fond de la page 2. Après, on a vu comment agir au moment de focaliser l'esprit sur l'objet. Et à la fin, ça va être comment agir après avoir dirigé l'esprit sur l'objet. C'est à la page 4 du plan. Donc, le premier point, comment agir avant de focaliser l'esprit sur l'objet. On a parlé sur tous les antidotes à la paresse. Donc, ça se garde là. Donc, les antidotes à la paresse. Qui c'est qui les a sur le bout de la langue? La foi, l'aspiration, la persévérance ou enthousiasme ou effort, toujours pareil. Et la 4e? Oui, la souplesse ou maniabilité. Donc pour ce mot maniabilité, vous allez trouver aussi, je pense que par exemple dans le transcrit des enseignements de Geshe Tekshok, c'est écrit autre chose. Qu'est-ce qu'il y a écrit pour maniabilité? C'est la traduction littérale du tibétain, c'est l'entraînement extrême. Vous trouvez cette expression, l'entraînement extrême, dans ce transcrit. Je ne sais plus si c'est sur le calme mental ou si c'est sur la vue supérieure, mais on parle d'entraînement extrême. Quand on parle d'entraînement extrême, on parle de maniabilité. Parce que c'est la traduction littérale du tibétain, Xinjiang. Avant, on traduisait ça comme ça. Ouais. Donc ça, c'est le premier point, comment agir avant de focaliser l'esprit. Deuxième point, comment agir au moment de focaliser l'esprit sur l'objet. Alors, donc on parle de deux facteurs. Comment focaliser l'esprit? Alors, identifier l'objet d'observation d'abord, et ensuite comment diriger l'esprit sur cet objet. Donc on a parlé des objets d'observation, c'était une des divisions. Et après avoir parlé des objets d'observation, on a parlé de la manière de diriger l'esprit. Donc
la manière de diriger l'esprit, il y a la présentation de l'approche sans défaut. La présentation de l'approche, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? L'approche de l'objet ou l'approche de la concentration sans défaut, ou comment procéder sans défaut, pour se diriger, pour poser l'esprit, diriger l'esprit sur l'objet. Et donc c'est là qu'on a parlé présentation de l'approche sans défaut. Donc si on voit un peu l'ossature de l'enseignement, d'abord on a parlé la stabilisation méditative sans défaut présente deux caractéristiques. Les deux caractéristiques d'une concentration sans défaut. Qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci, le micro est à vous. Vous vous rappelez? Il y en a deux, c'est pas ça. Non, c'est vas-y. Ouais. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas les mots qu'on utilise. Mais c'est vrai ce que tu dis. L'esprit est contrôlé, ouais. Mais il y a deux caractéristiques, ouais. Oui, t'as pas le micro là. Donc je répète, la clarté et la stabilité. Donc tout vient de là, l'explication. Donc deux facteurs, une stabilisation méditative sans défaut. Il y a le facteur de clarté intense et la stabilité non conceptuelle. La stabilité d'un esprit à un point sur son objet. Ensuite, on parle de quoi? Qu'est-ce qui s'oppose à ces deux facteurs? Il faut réussir à avoir ces deux facteurs. Qu'est-ce qui s'oppose à ces deux facteurs? Tu reprends le micro si tu veux. Tu l'allumes cette fois. Tu parles près, ouais, vas-y. Relâchement et distraction. Voilà, le relâchement et la dispersion. C'est les deux facteurs qui s'opposent. Le relâchement et la dispersion. Alors le relâchement s'oppose à quoi? Oui, parle dans le micro, quelqu'un. Ouais. Donc le relâchement s'oppose à la clarté, exactement, et la dispersion à la stabilité. C'est un micro fantôme. On parle dedans, mais alors il y a le micro. On a besoin du micro. Stéphane, ouais, derrière. Tu essaies de l'allumer parce que sinon ça a l'air d'un bâton qu'on fait tourner. C'est un bâton de parole. Vas-y. Je me demandais pourquoi on n'utilisait pas le mot de distraction. Est-ce que ça veut dire un peu quelque chose d'un petit peu différent ou... Oui, alors ce mot normalement, s'il y a quelque chose de normal. Normalement, bon moi je dis normalement parce que toujours on utilisait le mot excitation, la plupart du temps, dans le temps. Oui, comment on disait le relâchement mental, comment on disait? Non mais c'est bien de le savoir parce que si vous tombez sur ces mots... On parlait d'opacité à un moment donné aussi. On parle de relâchement mental et excitation mentale. Donc c'était... Comment? Drissen, c'est dit agitation, oui. Donc on peut... Mais excitation, c'était le mot, excuse-moi, c'est le mot qui était utilisé. Ça, je sais, parce que ça fait 25 ou 30 ans, on utilisait ce mot-là. Voilà, parce qu'en anglais, on dit excitement. Donc, on utilisait excitation. Excitation mentale et relâchement mental, ou même, il y avait d'autres mots qu'on utilisait. Mais oui, agitation, c'est bon. Personne n'a dit que c'était pas bon. Mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs mots qui sont utilisés, c'est bien de le savoir. Si vous tombez dessus, il faut savoir, il faut avoir une certaine flexibilité au niveau du vocabulaire, même si on choisit les traductions. C'est un processus, ça prend du temps, donc c'est possible. Si vous trouvez relâchement, excitation, ne sautez pas au plafond. Ou alors agitation c'est bien. Ou dispersion, c'est mieux que distraction. Je pense que Valérie, elle a utilisé distraction, par exemple, dans le transcrit de Geshe Textchook, je pense qu'il y a distraction. Distraction, c'est pas si bien parce que distraction, ça, ici, quand on parle de dispersion, on parle l'esprit qui s'en va à cause de l'attachement. Donc c'est une distraction particulière.
Mais on va quand même parler des distractions au niveau général. Donc je suppose que c'est pour ça qu'elle est aussi revenue, Valérie, sur son choix. Donc dispersion, agitation, c'est bien. Éparpillement. Éparpillement, mais après il faut faire attention parce qu'il y a d'autres mots, hein, on va avoir besoin d'autres mots, justement, éparpillement ou il y en a d'autres, là je les ai pas, parce qu'il y a d'autres mots en tibétain, par exemple. Moi, je traduirais dispersion, par exemple, un autre mot. Alors, on peut dire éparpillement. Donc, il vaut mieux rester. Il y a d'autres mots aussi à traduire dans ce sens-là. Agitation, dispersion, c'est bien, d'accord? Donc, ces deux facteurs, le relâchement et l'agitation, s'opposent à avoir les deux caractéristiques d'une stabilisation méditative, d'une concentration sans défaut. Donc, ensuite, comment... donc après, dans ce même... cette même présentation de l'approche sans défaut, on introduit la mémoire et la vigilance. Hein, parce que ces deux sont les facteurs les plus importants qu'on va utiliser, en fait, pour arriver à avoir ces facteurs, ce facteur de la concentration. Hein. Donc, la mémoire sert à quoi ici, dans ce contexte? À ne pas perdre l'objet, hein, à se rappeler l'objet. Donc ça c'est pareil, on le traduit par mémoire, ce facteur. Juste pour vous dire, moi je vous dis, c'est bon, mémoire c'est bon, mais je vous dis pour vous introduire, on l'a souvent traduit par attention, par exemple, Jempa. Jempa Sheching, l'attention et la vigilance. Vous allez trouver des ouvrages où on parle d'attention et de vigilance. En anglais c'est mindfulness. Hein. Donc mindfulness, très souvent, on traduit par attention ou par pleine conscience. Pleine conscience, c'est un mot qui vient de Thich Nhat Hanh, hein, et qui dit bien mindfulness, pleine conscience sur l'objet, l'attention. Ici, on traduit par mémoire parce que c'est le mot tibétain veut dire mémoire. Hein. C'est la traduction exacte. Et c'est ça un peu. Donc, dans différents contextes, ces mots aussi, on peut les traduire différemment. Hein. Ça dépend des contextes. Donc ici, on choisit mémoire. La mémoire et la vigilance. La mémoire, c'est le moyen de ne pas laisser l'esprit se distraire. Et la vigilance, c'est un peu l'espion. Hein. Donc la conscience qui analyse. Et on a dit c'est un facteur de sagesse. La sagesse, c'est ce qui analyse. Hein. C'est un facteur d'analyse. C'est pas la sagesse, mais ça se rapproche de la sagesse. Qui analyse pour voir si l'esprit est distrait ou pas, pour voir si l'esprit est sous le contrôle, hein, du relâchement et de l'agitation. Donc ces deux sont importants. Aussi, autre chose, ce mot vigilance, quelquefois il est traduit par introspection. Introspection. Donc la mémoire et la vigilance, quelquefois on dit l'attention et l'introspection. Bon, ici on choisit ces termes. Hein. Donc après, la mémoire qui n'oublie pas l'objet et la racine, c'est la racine, c'est la chose la plus importante. Hein. C'est le facteur le plus important. Donc ensuite, donc on a parlé de la mémoire, les caractéristiques de la mémoire, hein, qui sont au nombre de 3. Donc si je me souviens bien, si vous avez vos notes, vous pouvez corriger. Donc la première caractéristique, ça vous le trouverez aussi dans d'autres textes. La première caractéristique de cette mémoire, c'est que elle s'exerce envers une chose qui est connue. On a une certaine familiarité de l'objet, hein,
Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le mode d'appréhension. C'est-à-dire, le mode d'appréhension, ça veut dire la manière dont l'esprit appréhende l'objet. Le mode d'appréhension. Donc, le trait du mode d'appréhension, c'est, en anglais, not forgetfulness of the mind. C'est-à-dire que l'esprit n'oublie pas. C'est ça ? Ne pas oublier l'objet. L'esprit n'oublie pas. Ne pas oublier. Et le troisième, c'est la caractéristique de la fonction. La fonction, c'est la non-dispersion ou éviter la distraction. Et n'oublie pas, sa fonction, c'est de ne pas se laisser distraire, de ne pas laisser l'esprit être attiré vers un autre objet. Donc il permet d'éviter la distraction. Ça, c'est les caractéristiques de la mémoire, ce facteur. J'aime pas. Le deuxième, c'est que il n'oublie pas l'objet. Le mode d'appréhension, c'est de ne pas oublier l'objet. Le mode d'appréhension, c'est il est sur son objet avec fermeté, intensité, et il n'oublie pas l'objet. Et la fonction résultante, c'est qu'il n'y a pas... Du coup, ça empêche la distraction ailleurs. Oui, ça vient après. Là, on parle de la mémoire. Ouais. Oui, on a dit aussi que la vigilance, la mémoire, une forte mémoire, c'est un facteur qui favorise la vigilance. La vigilance va venir parce que la mémoire est forte. Donc, après, ce dont on a parlé, c'est il faut équilibrer l'attention et le relâchement. Donc, on a parlé de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire ? Les caractéristiques de la mémoire. Après, quand on arrive dans le plan écarter les approches erronées en haut de la page 4, comment faire naître une stabilisation méditative sans défaut munie des deux caractéristiques ? Il faut méditer en équilibrant l'attention et le relâchement. Oui, parce que en fait, attends, je vais répéter. Donc la méthode, là je reviens un peu en arrière, la méthode principale pour favoriser l'accomplissement de la stabilisation méditative, c'est vraiment d'entretenir la mémoire. C'est ça le facteur principal. Et donc après, on a parlé d'arriver à équilibrer, pour arriver à éliminer les fautes, il faut arriver... arriver donc, je répète, à équilibrer l'attention et le relâchement. Équilibrer l'attention et le relâchement. Donc, la tension, d'être tendu, oui, exact. Pourquoi ? Parce que la tension, en deux mots, tendre. Il ne faut pas tendre trop et il ne faut pas trop relâcher l'esprit. Parce que justement là, on a tendance donc on veut éviter le relâchement et l'agitation. Il faut être au milieu. Donc l'agitation, ça vient du fait que l'esprit est trop tendu. Donc il faut le relâcher un peu. Maintenant le danger, c'est que quand on relâche, on va tomber dans le relâchement. Donc quand l'esprit est relâché, il faut le renforcer, le retendre. Il est trop lâche, donc il faut retendre, renforcer la tension. Mais là, on va avoir le danger d'avoir un esprit trop tendu, donc qui va devenir agité. Donc il faut arriver à équilibrer ces deux. Donc
quand la conscience est détenue avec intensité, là je lis de l'anglais, c'est pour ça que donc ça intensifie quand on resserre la conscience, quand on resserre aussi l'appréhension qu'on a de l'objet, quand on rend l'appréhension plus intense, plus ferme, donc la clarté va être plus forte, mais l'excitation ou l'agitation va prédominer. Et ça va être difficile donc de garder la stabilité à ce moment-là. Et donc, par contre, si on détache pendant la méditation, on risque de garder la stabilité, mais on risque de tomber dans le relâchement. Donc il faut le niveau correct de relaxation et de fermeté en même temps. C'est clair, hein? Alors après, il y a une ligne qui dit comment méditer en équilibrant l'intensité et la relaxation. Alors, c'est quelque chose qu'il faut investiguer soi-même, pour savoir comment ces deux sont équilibrés. Quel est le point où la relaxation et l'intensité, la fermeté sont équilibrés. Il faut voir vous-même. Il faut être un peu plus relaxé que le niveau où vous vous dites si je renforce un petit peu, sûrement que l'agitation va surgir. Il y a un certain niveau où vous dites si je renforce un peu ma fermeté, je risque de devenir agité. Donc, il faut être un peu plus détendu que ce niveau-là, où vous pensez que ça va arriver. Et aussi, il faut rester au-dessus du niveau où vous vous dites si je reste comme ça, sûrement que le relâchement va survenir, va surgir. À ce moment-là, vous essayez d'être un peu au-dessus de ça. C'est la façon dont se décrit dans le texte. Donc après, ce qui vient, c'est comment agir après avoir dirigé l'esprit sur l'objet. Donc, après, donc, voyons, si je m'y retrouve. Après, on passe à l'enseignement de ce matin. Donc après, donc il y a une indication sur la durée des sessions. Donc pour les débutants, si la session est trop longue, on oublie complètement, on arrive à oublier l'objet, et on devient distrait et on s'éloigne de l'objet. Et bien que, donc, pour des débutants, bien que l'esprit soit plein de relâchement et d'agitation, les débutants n'identifient pas ces défauts assez rapidement, mais ils ne le reconnaissent qu'après un certain temps. Donc c'est mieux au départ de faire des sessions courte. Après, il faut voir, il faut s'adapter avec l'état de notre esprit et les capacités de notre propre esprit. Donc, si on oublie l'objet facilement, si l'esprit est distrait et qui s'éloigne de l'objet, si la vigilance qui identifie rapidement le relâchement et l'agitation est faible, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir des sessions courtes. C'est pas la peine de méditer longtemps. Par
par contre, si vous oubliez presque plus l'objet, et si vous reconnaissez l'agitation mentale et le relâchement rapidement, à ce moment-là, c'est bien on peut avoir des sessions plus longues. Non, après, c'est la division. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir comment agir après avoir dirigé l'esprit sur l'objet, une fois que l'esprit est sur l'objet. Donc après il y a eu une description, si je m'y retrouve. Alors là il y a deux cas. Il y a le cas où donc on en est à comment agir après avoir dirigé l'esprit sur l'objet. Il y a le cas où la distraction et le relâchement surviennent, et ensuite il y a le cas où on est libre du relâchement et de la distraction. Donc pour l'instant on a toujours la distraction et le relâchement. Donc comment agir? D'abord, on a parlé de deux antidotes. D'abord, l'antidote à l'absence de reconnaissance du relâchement et de la distraction. D'abord, il faut reconnaître. Comment faire pour éviter de ne pas les reconnaître. Appliquer l'antidote à l'absence de reconnaissance du relâchement et de la distraction. Donc, on a parlé de la distraction, les caractéristiques de la distraction et les caractéristiques du relâchement. Enfin, distraction, pardon, agitation. C'est ce qui est écrit là. Là, c'est écrit agitation. Distraction, c'est à corriger. Ouais. Donc les caractéristiques de l'agitation, les caractéristiques du relâchement. Et ensuite, on a parlé comment produire la vigilance qui les reconnaît au cours de la méditation. La vigilance, c'est ce qui va permettre de les reconnaître. Donc, les caractéristiques de l'agitation, les caractéristiques du relâchement. Donc, dans les deux, il y a un niveau grossier, un niveau subtil. Est-ce que vous pouvez me dire, dans l'agitation, alors l'agitation grossière et l'agitation subtile, comment elle se manifeste et quelle est la différence entre ces deux? Il y a un micro quelque part. Ouais. Tu veux parler ou tu veux le passer? Ouais. Lina, tu veux répondre? Lina va répondre. Elle va essayer, d'accord. Attends, tu attends le micro là. Dans l'agitation grossière, l'objet est perdu. Voilà, exactement. Oui. L'esprit est parti sur un autre objet. Agitation grossière, on a perdu l'objet. Alors, dans l'agitation subtile, on ne l'a pas perdu, Ouais. mais on a dû perdre une des deux qualités, et je ne sais pas laquelle, je pense l'intensité. Non, en fait, l'intensité, oui. C'est-à-dire, l'esprit est sur l'objet, ça veut dire il y a une certaine stabilité, mais... Ouais, vas-y. Je pense que Valérie a dit, mais on ne s'engage pas de la même façon. On ne s'engage pas de la même façon. Il y a une partie de l'esprit qui... Ah ouais, elle a dit ça, qui ziote. Oui. Elle a dit quelque chose comme ça. Hein? Voilà. On est toujours sur l'objet, on n'a pas perdu l'objet. Hein? Mais bon, l'esprit est sur le point d'être distrait. Hein? Il y a, voilà, on ziote sur le côté à quelque chose d'autre. Hein? C'est ce qu'elle a dit. Il y a un exemple aussi qui est donné quelquefois. J'ai vu dans un texte, c'est comme, voilà, l'eau sous la glace. Hein? Il y a une plaque de glace, hein? On voit pas l'eau, mais elle coule dessous. Hein? Donc c'est un peu comme ça. On est toujours sur l'esprit, sur l'objet. Donc il y a la fermeté, il y a une certaine fermeté quand on est sur l'objet, mais voilà, il y a de l'eau sous la glace. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'esprit qui n'est pas tout à fait là. Hein?
Ouais. Ben, l'effervescence, c'est l'agitation, l'effervescence. Effervescence, ça désigne, l'agitation. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, le relâchement. C'est quoi la caractéristique du relâchement? Grossier et subtil. Tu veux le micro? Attends. Vas-y. 3 caractéristiques. Le relâchement subtil, c'est une bonne clarté de l'objet, une bonne stabilité. Mais par contre, on va manquer d'intensité dans la clarté. Oui, et le grossier? C'est l'objet qui manque de clarté. Objet stable, il n'y a pas d'objet. Manque de clarté. Oui, donc dans le relâchement, on a la stabilité, mais on n'a pas la clarté. Hein. On a la stabilité, mais pas la clarté. Alors que dans l'agitation, on n'a pas la stabilité. Hein, ou on l'a partiellement. Donc dans le relâchement, l'esprit est sur l'objet, mais l'esprit est obscur dans le relâchement, grossier. Dans le grossier. Hein. Je sais pas si on le permet. Normalement, on dit que on a la stabilité. C'est un esprit stable, mais il n'est pas clair. C'est ça la. Eh ben, on a dit que les deux caractéristiques de la concentration, c'est la clarté et la stabilité. Donc entre ces deux, le relâchement empêche la clarté. Oui, empêche la clarté, ça veut dire, c'est très facile. Hein, quand on médite et qu'on est bien, on a l'impression qu'on médite bien, on est comme dans un cocon, c'est un peu obscur. Hein, c'est agréable, mais c'est pas clair du tout. Hein. Et donc c'est le relâchement. L'esprit est obscur. Il y a une espèce d'obscurité, il n'y a pas de clarté. Hein. Et le relâchement empêche la clarté, alors que l'agitation empêche la stabilité. Donc on fait la différence entre le relâchement et la torpeur. Torpeur qui est aussi dit léthargie. Hein. Donc le relâchement vient de la torpeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Il y avait aussi la notion de vigueur. Tu sais, il y a la clarté, mais il y a la vigueur aussi. Oui, mais ça va venir. Ouais. Ah, d'accord. Donc il y a la vigueur. Enfin, la vigueur, c'est une façon de dire ressaisir. Tu vois. C'est-à-dire, il y a l'appréhension de l'objet et il y a le fait qu'il faut resserrer l'appréhension. C'est ça qu'elle a appelé vigueur, en fait. Elle a dit vigueur, mais il y a plusieurs. C'est une façon de traduire. Donc, juste pour récapituler ça, le relâchement. Donc, le relâchement vient de la torpeur. La torpeur dérive de l'ignorance. Donc, la torpeur, c'est une lourdeur du corps et de l'esprit qui empêche l'usage, la maniabilité du corps et de l'esprit. On n'a pas envie. Donc, c'est plus fort que le relâchement. C'est la léthargie, léthargie torpeur. À cause de la léthargie ou de la torpeur vient le relâchement. L'esprit appréhende l'objet mollement. C'est ça le relâchement. Donc, on est sur l'objet, mais c'est trop. L'appréhension n'est pas assez forte. Et donc, comme l'appréhension n'est pas assez forte, ça manque de clarté. La manière d'appréhender l'objet est relâchée. Donc, il faut, pour avoir plus de clarté, il faut plus de fermeté ou d'intensité dans l'appréhension. C'est là qu'elle a parlé aussi de vigueur. Ce qui veut dire il faut renforcer l'appréhension un peu. Donc, maintenant, si on parle si on parle du relâchement subtil, il y a la clarté et la stabilité, mais il n'y a pas d'intensité. Donc, le relâchement grossier, il y a la stabilité, mais pas la clarté. Quand c'est subtil, il y a la clarté, donc on peut penser qu'on médite bien. Mais cette clarté manque d'intensité.
En fait, il faut renforcer, donc il faut arriver à renforcer l'appréhension de l'objet. Et on a vu en fin de course là ce matin, quand on parle donc comment on va arriver à abandonner, par exemple, le relâchement mental, hein, comment on va arriver à faire ça? Bon, d'abord, oui. Voilà, en méditant sur des objets pour rehausser l'esprit. Mais d'abord, la première chose à faire, hein, c'est de renforcer, hein, Geshe l'a dit, pour le relâchement, quand l'esprit est trop relâché, si on, juste en resserrant l'esprit, hein, l'appréhension, juste ce dont on parle là maintenant, renforcer, ressaisir, hein, la traduction ça a été ressaisir. Donc, si c'est un relâchement subtil, ça va suffire à rétablir. Parce que justement, c'est trop mou. Hein. L'appréhension n'est pas assez forte, ça manque d'intensité. Donc, on va juste en ressaisissant. Si c'est un relâchement subtil, ça va suffire. Mais si ça ne suffit pas, ça veut dire que le relâchement est grossier. Et donc, pour réintensifier l'appréhension et la clarté, donc, on va penser aux bienfaits de la concentration, on va penser aux avantages de la concentration, aux qualités des trois joyaux, aux qualités donc des sujets qui allègrent, c'est un verbe ça, qui allègrent l'esprit, ah oui, qui réjouissent, allègrent, qui allègrent l'esprit. Non, je voulais dire qui réjouissent, qui rendent l'esprit allègre. Allègre, ça veut dire joyeux. Ouais. Voilà. Là, on parle de joie. Hein. Donc, élever le mode d'appréhension de l'esprit. Il faut raffermir, plus d'intensité. Et qu'est-ce qu'on fait alors lorsque... pour contrecarrer par contre l'agitation? Non, justement, la lumière, c'est dans le cas de relâchement. Hein. Dans le cas de relâchement, il faut remonter l'esprit. Donc, dans le cas du relâchement, il faut remonter, on pense à des choses joyeuses ou à de la lumière. Là, c'est pour ça. Pour l'agitation, c'est le contraire. L'esprit est trop tendu. La mort, l'impermanence? Quelqu'un prend le micro. Oui, il en profite. Vas-y, Stéphane. La mort, l'impermanence, alors? Voilà, la mort, l'impermanence, des sujets qui vont plomber. Ça, on a tout dit. Hein? On va plomber l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La mort, l'impermanence, quoi d'autre? Les souffrances du samsara, de l'existence cyclique. Hein? On va en rester là. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes donc pour prendre une pause. Hein? Oui, vas-y. Prends le micro là qui est derrière toi, voilà. Oui, j'avais une question. On a vu les 4 types d'objets universels pour purifier notre attitude, pour comprendre et purifier les perturbations. Oui. Et on a vu qu'il ne fallait pas changer d'objet. Quand Oui. on dit pas changer d'objet, c'est de l'objet universel qu'on a pris. Si par exemple je prends le Bouddha, Oui. je ne dois pas changer d'objet. Oui. Mais je dois aussi quand même travailler sur les objets pour comprendre ou les objets pour purifier. Ou je dois le faire par étapes successives. Non. Quand tu veux développer le calme mental, tu prends un objet, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas comprendre les autres. Mais pour le calme mental, pour ton entraînement, tu prends un objet. Voilà. Tu ne changes pas d'objet. Hein. Tu ne changes pas en disant « aujourd'hui, j'ai pas envie de méditer sur le Bouddha, je médite sur Tara ou je médite sur l'impermanence. » Tu prends un objet jusqu'à ce que tu réalises Shiné. Après, quand tu as réalisé Shiné, le calme mental, tu peux l'appliquer à n'importe quel autre objet. Hein. Mais c'est pour l'entraînement. C'est pas juste pour une session. C'est pour réaliser Shiné, tu gardes un objet. Voilà. Oui, mais si j'ai par exemple des tendances sur lesquelles je veux les purifier, je peux aussi
faire des sessions où je vais analyser sur l'orgueil, la colère. Oui, puis mais les bon, antidotes. ici on parle de réaliser Shiné en retraite. Par exemple, tu vois, quand on parle les conditions, etc., les conditions parfaites pour faire une retraite, pour réaliser Shiné, c'est de ça dont on parle. Après, toi, si tu as besoin de méditer sur l'antidote à n'importe quel, ça tu peux le faire. Hein. Mais ici, on parle pour réaliser Shiné. Ça t'empêche Oui. pas de faire autre chose. Mais ici, c'est toutes les conditions pour Shiné. Oui. Hein. Ça veut dire dans tes sessions de Shiné. Après, si tu fais des sessions d'autre chose, tu peux faire des sessions d'autre chose. Mais si on dit pour le calme mental, tu gardes ton objet. Parce qu'on se familiarise. On parle de la mémoire, hein, sur un objet familier. Donc si on change toujours d'objet, ça va être difficile d'avoir la mémoire. Oui. Ok. Merci. Oui, Dépêche. par Ouais, rapport vas-y. à sa question là. Mais Mm. par contre, pendant les sessions de Shiné, Ouais. s'il y a le relâchement, la dispersion, si c'est du relâchement grossier, par exemple, on peut changer d'objet, comme prendre un objet et se focaliser sur l'aspect lumineux ou un objet joyeux. Oui, mais c'est On en change. temporaire, ça. C'est pas l'objet Voilà. de Shiné. On est C'est un d'accord. objet temporaire, oui. Oui, c'est l'objet temporaire pour. C'est l'objet temporaire. Et en fait, ce qu'ils disent aussi, c'est que quand tu utilises ça, tu restes sur ton objet. Et puis tu fais appel à ça, mais comme disait Geshe-la, il faut aussi savoir sur quoi. C'est des objets qu'on connaît déjà, tu vois. Tu vas pas commencer à méditer sur la mort là, tu vois. Si t'as jamais médité. Ouais. Mais c'est temporaire. Merci. À tout de suite.